Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 septembre 2024 et nous nous retrouvons à notre rendez-vous avec l'émission Grand Angle. Nous allons essayer de faire quelques commentaires sur l'actualité, quelques faits de l'actualité qui nous ont préoccupés ces derniers temps. Et nous voulons essayer de porter à la connaissance de ceux qui ne l'étaient peut-être pas qu'il y a eu cette affaire de notre compatriote, de notre frère, notre camarade, André Bitumba alias Faye Monama, qui était menacé d'expulsion à Paris, qui a séjourné quelques jours au centre de rétention près de Roissy. En fait, il était prêt à ce qu'on l'embarque dans un avion et qu'on le renvoie. Mais il y a eu une telle mobilisation que finalement, la justice s'est prononcée le mardi. Et finalement, il n'a pas été expulsé. Nous osons espérer que ce combat va se poursuivre. Mais la leçon que nous pouvons tirer, et que les Congolais notamment, ceux qui se battent pour le changement et la rupture, ceux qui se battent pour qu'on aille vers la justice sociale, qu'on aille vers la prospérité pour tous, vers la paix, vers le développement, doivent se rendre compte que chaque fois que nous pouvons nous unir pour mener une action, pour faire une mobilisation, pour défendre une cause, nous sortirons toujours vainqueurs. C'est pour ça que nous devons dès à présent regarder dans ce que nous faisons. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire? Et nous devons privilégier l'essentiel qui, en ce qui me concerne, consiste en la libération de notre pays, à ce que nous sortons ce pays de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis plusieurs années. Maintenant, l'autre fait qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, franchement, les Congolais, surtout les Brazzavillois, les Pandénégrins, les habitants de Dolisie sont préoccupés parce qu'il semble qu'il y a un contrat qui avait été signé avec Averda pour régler le problème des ordures, des immondices. Mais aujourd'hui, Brazzaville est vraiment inondé des immondices et on ne sait pas ce qui se passe exactement. Et les Congolais sont inquiets parce qu'ils pensent que c'est susceptible d'entraîner beaucoup de maladies. Maintenant, l'autre fait que je vais aborder avant d'attaquer le sujet, sinon la thématique de ce jour, ben c'est l'angoisse dans laquelle les Congolais sont plongés. Vous savez bien, les retards des salaires, les retards de paiement des pensions, les retards de paiement de bourse. À titre indicatif, vous avez par exemple la mairie de Ouesso qui a 120 mois d'arriérés de salaire, c'est-à-dire 10 ans, ce qui est véritablement inconcevable. Et on se rappelle que le Premier ministre avait signé une note mettant en place une commission ad hoc présidée par le ministre Jean-Jacques Bouya. Cette commission avait pour mission essentielle de renflouer les caisses de l'État qui avaient été déclarées vides, mais aujourd'hui on se rend compte que rien n'avance. Donc cette commission n'a pas atteint ses objectifs et je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement d'Anatole Makosso va proposer au Congrès. Maintenant, aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons nous pencher, je vous l'indique d'entrée de jeu, c'est que vise le pouvoir de Brazzaville à travers la prétendue organisation d'un dialogue national inclusif. Ce thème est pratiquement dans la bouche de tous les Congolais. Aucun prétend même ou propose que cette rencontre ait lieu au mois de novembre, tout en sachant que les gouvernants congolais ont toujours évoqué le fait que le dialogue au Congo était permanent. Les Congolais ont constaté que les autorités congolaises qui étaient assez souvent impliquées dans les médiations dans d'autres pays africains, y proposaient la tenue des dialogues nationaux inclusifs, comme en République centrafricaine, comme le cas aujourd'hui en Libye, mais ils se refusaient à ce que ce même type de dialogue soit organisé dans notre pays, ce qui veut dire qu'il y avait véritablement un problème. Mais comme le pays est en crise depuis 10 ans, beaucoup de voix se sont élevées pour proposer la tenue soit des États généraux, soit d'un dialogue national inclusif, pour permettre à l'intelligentsia congolaise d'apporter les solutions parce que les gouvernants, il faut le reconnaître, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pratiquement plus à avancer. Et je tiens à rappeler aux téléspectateurs qu'en mars 2024, le ministre de l'Intérieur a convoqué les groupements politiques, tant de l'opposition, de la majorité que du centre, pour annoncer la tenue imminente d'une concertation nationale qui devait se pencher sur la préparation de l'élection présidentielle de 2026. Et dans ce cadre, elle devait avoir un regard tout particulier sur la refonte de la loi électorale, également se pencher sur les questions de la biométrie, surtout après
la tenue du recensement, mais de quel recensement pose réellement de sérieux problèmes. Nous les avons déjà posés et nous essaierons de revenir là-dessus. Mais au-delà de l'annonce qui avait été faite par le ministre de l'Intérieur, nous avons découvert sur les réseaux sociaux un internaute qui a publié que les autorités congolaises se proposaient d'organiser un dialogue, une concertation politique. Parce qu'elle s'estime bloquée, elle s'estime acculée par la banqueroute qui frappe le Congo et elle s'estime incapable d'apporter des solutions, sinon de sortir le Congo des différentes crises qui le frappent aujourd'hui, particulièrement la crise économique et financière. Et cet internaute a indiqué qu'il semble que cette concertation ou ce dialogue devra aboutir à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et probablement à la libération des prisonniers politiques. Mais il se pose la question, est-ce que les gouvernants sont sérieux ou c'est encore une manœuvre dilatoire pour endormir les Congolais et essayer de gagner le temps, mais le temps pour faire voir. C'est là toute la question que nous nous posons dans toute son importance. Que visent les gouvernants congolais lorsqu'ils envisagent la tenue d'un dialogue ou d'une concertation politique? On ne connaît pas le terme qui y est retenu. Alors c'est pour ça que dans le cadre de cette réflexion, nous avons essayé de regarder les expériences congolaises en matière de dialogue. Et je crois qu'il faut que les Congolais aient suffisamment souvenir la tenue de la conférence nationale souveraine en 1991, qui a été un moment émouvant de très haute portée historique, mais qui malgré tout a perturbé, a laissé des traces indélébiles auprès de certains compatriotes et je crois qu'il faut qu'on en tire un jour les leçons. Mais ça a été un très, très, très grand moment. Au-delà de ça, nous pouvons rappeler qu'en 1998, il y a eu le forum national sur la réconciliation, sur l'unité, sur la démocratie et la reconstruction du Congo, qui visait entre autres la réconciliation nationale. Mais nous pouvons d'entrée de jeu dire que cet objectif n'avait pas été atteint. Et nous nous rappelons qu'en 2001, il y a eu le dialogue national sans exclusive, qui n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés, qui étaient entre autres la réconciliation nationale, qui était entre autres la démocratisation du pays, qui était entre autres en fait la mise en place du pays, le règlement du contentieux politique né des événements fratricides, de la guerre fratricide du 5 juin 1997. Donc vous voyez que toutes ces expériences, nous devons les avoir suffisamment à l'esprit parce qu'elles n'ont pas atteint les objectifs. Mais au-delà de ça, nous avons constaté qu'à partir de l'année 2009, le gouvernement a choisi d'organiser des concertations politiques, soi-disant, pour régler les problèmes de la gouvernance électorale. Elles ont eu lieu à Brazzaville en 2009, à Evo en 2011, à Dolisie en 2013, à Sibiti en 2015, à Ouesso en 2017, à Madingo en 2020 et à Ouando en 2022. Et toutes ces concertations n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Elles n'ont fait que donner la démonstration de ce que, depuis 2002, toutes les élections qui ont été organisées l'ont été dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et c'est véritablement dommage. Et je crois qu'il faut que les leçons en soient suffisamment tirées. Maintenant, l'autre volet que nous allons apporter, c'est que comment sortir de la grave crise multidimensionnelle qui traverse notre pays. Et à ce propos, je rappelle qu'en 2010, suite aux efforts qui ont été faits par les différents gouvernements, le Congo a atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés du Fonds monétaire international, qui lui a permis d'obtenir une réduction fortement significative de sa dette, ce qui lui ouvrait des perspectives de développement. 2010. Mais dès 2012, un certain nombre d'acteurs politiques congolais ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour informer, pour porter à la connaissance du président de la République que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle
Elle était politique, elle était électorale, elle était sociale, elle était sécuritaire, elle était morale. En fait, ça touchait tous les secteurs. Et vous avez ici la brochure que nous avons éditée là-dedans. Cette brochure a été éditée par un certain nombre d'acteurs politiques, parmi lesquels le défunt Christophe Mukwege, que Dieu ait son âme, parmi lesquels Mathias Nzon, Jean Itadi, Kilomé Kifusia, Clotaire Moussaïla, Jean Itadi, Clément Mirassa et d'autres. À l'époque, la réponse qui nous a été donnée, le pays n'a pas de crise, on a suffisamment d'argent. Ceux qui s'agitent veulent en fait obtenir des postes au sein du gouvernement, des postes ministériels au sein du gouvernement. Et on est resté silencieux. Mais le document est là et il peut être ressorti et remis à qui veut le consulter pour que les gens puissent avoir des idées précises. Ce n'est pas tout. Je rappelle également dans la même temps qu'en 2016, les évêques du Congo ont publié un message dans lequel ils ont lancé un appel à ce que nous repoussons la violence, que nous privilégions le dialogue, que l'on mette tout en œuvre pour promouvoir l'unité et pour tout faire pour que nous désirons de façon inlassable la paix. Et les mêmes évêques du Congo, préoccupés toujours par la même situation du Congo, en mai 2018, ont publié un message dans lequel ils ont fortement insisté sur la nécessité et l'urgence pour le Congo de tenir un dialogue national inclusif ouvert à tous. Malheureusement, ça a été toujours la même attitude de la part des gouvernants. Ils sont restés suffisamment silencieux. En 2019, avec Claudine Minari, présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, nous avons publié un mémorandum sur l'état de la nation. Et dans ce mémorandum, nous avons terminé sur le fait que le Congo était un pays en danger, en péril, et que pour l'en sortir, il fallait que nous allions à un dialogue national inclusif. Et nous souhaitions même que les prisonniers politiques soient libérés avant la tenue de ce dialogue. Il ne s'agissait pas, et il ne s'agit pas pour nous, déjà quand nous étions au niveau de la fédération, de sauver un homme politique. Il ne s'agit pas de sauver un régime politique. Il s'agit de s'intéresser et de sauver le Congo qui est véritablement en danger. Maintenant, nous avons eu une autre expérience. C'est toujours la Fédération de l'opposition congolaise qui, en 2022, a adressé une lettre ouverte au président de la République sous la signature de Clément Mirassa, de Jean-Félix Dembakelo et de Michel Mampila pour proposer, après une analyse suffisamment sérieuse, pour proposer au président de la République et au gouvernement la tenue d'un dialogue national sans exclure, qui apparaissait comme la seule solution pour sortir le Congo de la crise. Évidemment, il y a eu d'autres initiatives, je ne reviendrai pas sur elles, sont nombreuses au sein de la société civile, au sein des autres acteurs politiques. Les gouvernants ont choisi une réponse claire. La réponse qu'ils ont donnée, c'était, à notre avis, le silence. Et il était difficile de comprendre pour les gouvernants que l'on observe le silence devant une situation aussi préoccupante, aussi dangereuse, qui faisait apparaître clairement que le Congo était en danger, que le Congo était en péril et qu'il fallait l'en sortir. Maintenant, il faut que nous évoquons le cas du Conseil national du dialogue. Nous évoquons le cas du Conseil national du dialogue. Pourquoi? Parce que dans la Constitution du 25 octobre 2015, les articles 220, 228 instituent un Conseil national de dialogue, qui est un organe de concertation, d'apaisement, de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation. Et ce Conseil national du dialogue devait se réunir sur un problème précis d'intérêt, un problème politique d'intérêt national. Et vous voyez à travers ce que j'essaie de vous décrire que les problèmes d'intérêt national, ils sont extrêmement nombreux. Mais les gouvernants n'ont jamais voulu accéder à cette demande, même au niveau du Conseil national du dialogue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du Conseil national du dialogue, on a publié la loi 30-2017 du 7 août 2017 qui donne l'organisation, la composition du Conseil national du dialogue, mais qui prévoit deux catégories de membres. Il y a des membres de droit
et il y a des membres qui sont désignés en conseil des ministres. Donc cette loi, la loi suscitée, précise bien quels sont les membres du droit et énonce que les autres membres devaient être nommés par le conseil des ministres. Figurez-vous que depuis 2015 jusqu'à ce jour, les membres qui devaient être nommés par le conseil des ministres ne l'ont jamais été. Donc, en fait, ce dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Comment expliquer aux Congolais que sur un sujet très intéressant, qui devait permettre aux Congolais de dialoguer entre eux-mêmes, que les gouvernants n'ont pas été capables de mettre à exécution cette disposition de la Constitution du 25 octobre 2015. Mais nous continuons. Ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est qu'en 2018, Mbéry Martin a été nommé secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Et nous avons constaté, à l'époque, c'était Clément Mwamba qui était Premier ministre, qu'Mbéry Martin a bénéficié de l'appui de la communauté internationale, qu'il a bénéficié de l'appui des organismes, particulièrement de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, et qui était favorable à ce que les Congolais se retrouvent, parce que pour eux, il fallait éviter dans tous les cas que nous retombions dans la violence et que nous privilégions le dialogue, malheureusement. Mbéry Martin va lancer en septembre 2019 ce qu'il a appelé le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusif. Selon lui, ce dialogue, ce processus comprenait 4 phases. Mais sur les 4 phases, il n'y a qu'une seule phase qui a été exécutée d'octobre 2019 à décembre. C'était celle qui était relative à la communication, qui se chargeait de la sensibilisation, de recueillir un peu les avis, tant des partis politiques que de la société civile. Et après, tout s'est arrêté. Et les Congolais n'ont jamais compris pourquoi tout cela avait été arrêté. Et ils ont compris et conclu qu'en fait, Martin Mbéry avait été carrément, purement et simplement désavoué par les autorités congolaises, etc. Et ça nous fait réfléchir, ça nous amène à nous demander si aujourd'hui on veut aller à un dialogue, que vise-t-on? Que vise-t-on normalement? Que veut-on faire et où veut-on aboutir? Alors, c'est pourquoi, pour apporter une réponse à cette question, nous nous sommes penchés sur une certaine analyse du dernier message, sinon discours, du secrétaire général du Parti congolais du travail, qui a été fait ce jour-ci, et nous avons perçu entre les lignes, en fait, les visées du pouvoir actuel. Mais nous tenons à relever, par rapport à ce discours, qu'il y a un certain nombre d'aspects qui nous préoccupent. Lorsqu'on parle de la crise économique et financière mondiale exacerbée par les facteurs internes qui ont plongé qui touchent le quotidien des Congolais, nous disons non. Il faut que le Parti congolais du travail sorte de la langue du bois. C'est la mauvaise gouvernance des Congolais, des gouvernants congolais qui a plongé les Congolais dans cette situation. Et nous avons beaucoup d'éléments pour le dire. Et je crois qu'eux-mêmes, ils en sont véritablement conscients. Les Congolais ont suivi le Premier ministre Anatole Colonel Makosso le 21 juin 2024 au Sénat. Et ils ont compris que nous avons véritablement un problème de gouvernance. Parce qu'on peut, à notre avis, se poser un certain nombre de questions. On peut se poser un certain nombre de questions. Le baril du pétrole au niveau du Congo pour les 2 premiers semestres a caracolé au-dessus de $80, largement au-dessus de la prévision budgétaire qui a été faite en 2024, alors que les recettes pétrolières pour ce budget étaient estimées et évaluées à 1460 milliards à peu près. Où est parti cet argent? Pourquoi les Congolais sont dans la souffrance aujourd'hui? Et ils n'évoquent pas le choix qui a été fait par les gouvernants congolais de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui sont connus de tout le monde. La gabégie, les mauvais choix en matière d'investissement, la mauvaise qualité de la dépense. Non, on ne peut pas. D'ailleurs, ce gouvernement n'est pas crédible et les institutions ne sont pas crédibles quand elles viennent tenir ce genre de discours parce qu'aujourd'hui, les Congolais savent bien que le Congo est un pays extrêmement riche, mais que les Congolais sont plongés dans une souffrance et dans une misère indescriptible.
C'est pour ça que nous disons qu'il est faux pour les gouvernants et les responsables du Parti congolais du travail de vouloir continuer à endormir les Congolais en disant que c'est la crise économique et financière mondiale. Non, ce n'est pas ça. C'est la mauvaise gouvernance. Et il faut qu'ils reconnaissent, qu'ils prennent conscience qu'il y a la mauvaise gouvernance pour que nous avancions. Le deuxième aspect qui est plus important, et c'est là qu'on comprend le fond de ce discours du bureau politique du Parti congolais du travail, mais c'est l'engagement qu'ils prennent pour la conservation du pouvoir, malgré un bilan catastrophique, malgré le fait que tous les Congolais savent maintenant que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, malgré le fait que les Congolais savent que le président est dans une situation difficile d'incompatibilité constitutionnelle, malgré le fait que le bilan est fait aujourd'hui. Et je préfère attirer l'attention des Congolais, parce que je ne veux plus qu'on parle du bilan soi-disant fait par l'opposition radicale. Je conseille les Congolais de se référer à ces révélations qui ont été faites par notre citoyen angolais, le citoyen angolais Laurent Sokoko, qui a relevé clairement que lors de la rencontre qu'il a eue en 2017 avec Denis Christel Sassou Nguesso et le président Dos Santos, mais Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, a dressé en quelques mots le bilan de la situation du Congo. Et le PCT était surpris que le PCT ne se soit pas penché sur cette question. Il s'agissait de quoi? Et j'aime à revenir sur cette déclaration. Mais Denis Christel Sassou Nguesso a dit plusieurs choses intéressantes. Premièrement, mon père ne travaille pas. Deuxièmement, les Congolais ne l'aiment pas. Troisièmement, il ne faut pas se fier aux apparences qu'ils donnent à l'extérieur. Quatrièmement, il nous faut conserver le pouvoir. Cinquièmement, pour conserver le pouvoir, j'ai besoin, Monsieur le Président Dos Santos, de votre appui pour que je renverse mon père et que nous puissions aller. Le bilan du PCT n'est pas clair. Il est fait là par un membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Maintenant, au-delà de ce bilan auquel nous pouvons ajouter des choses que les Congolais connaissent, à savoir que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, à savoir que le président Denis Sassou Nguesso est en situation difficile d'incompatibilité constitutionnelle. Je crois que les choses sont claires. Mais il apparaît clairement que les gens veulent absolument conserver le pouvoir. C'est pour ça que lorsqu'on décrypte bien le discours du secrétaire général du PCT, la préoccupation essentielle, elle est claire. Le bilan est mauvais, mais nous devons conserver le pouvoir. Et comment faire? Et c'est ça que nous allons voir après en termes d'analyse pour que nous regardons ce que vise en réalité l'éventuelle tenue d'un dialogue national inclusif ou d'une concertation politique. Parce qu'aujourd'hui, ça a pris un tout autre contour. Maintenant, nous avons accordé une attention particulière à ce que le secrétaire général du PCT a déclaré. Parce qu'il demande aux militants et cadres du PCT de ne pas se laisser berner par les marchands d'illusions. Mais j'ai dit au secrétaire général du PCT, j'ai dit aux responsables du PCT, mais il n'y a pas plus gros marchand d'illusions au Congo que le Parti congolais du travail. Et en cela, je vais leur faire un certain nombre de rappels. Premièrement, vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Il y a 40 ans que ça a été dit. Aujourd'hui, quelle est la situation au niveau du Congo? Et le PCT est toujours au pouvoir. Deuxièmement, lorsqu'on serre la ceinture ici, il ne faut pas qu'il y ait gaspillage là. Aujourd'hui, qu'est-ce que constate-t-on? Mais vous avez les membres du clan, les gouvernants qui ont parfois 2000 milliards dans les paradis fiscaux. Où est-ce qu'ils ont pu avoir cet argent? Et ils vivent dans l'opulence, dans l'arrogance, dans le mépris du peuple congolais. Et on ne peut pas, à notre avis, se contenter de ce genre de situation. Je rappelle aussi le slogan autosuffisance alimentaire à l'an 2000. Nous sommes en 2024. Où est-ce qu'on est arrivé? Où est-ce que nous sommes arrivés lorsqu'on reconnaît que lorsque ce slogan a été énoncé, nous importions pour près de 100 milliards de produits alimentaires. Et aujourd'hui, le Congo importe pour près de 700 milliards de produits alimentaires. Et peut-on dire aux Congolais, où est passé l'argent des générations futures? Mais le président de la République avait promis que cet argent devait être déposé dans un compte de stabilisation.
qu'un audit devait être fait chaque année. Et depuis 2006, il y a combien d'audits qui ont été faits? Mais où est passé l'argent des générations futures? De façon générale, où est passé l'argent du Congo? Où est passé l'argent du pétrole? Où est passé l'argent des mines? Où est passé l'argent du... C'est les questions auxquelles les Congolais se posent. Et c'est en ça que nous n'avons pas de scrupule à dire que le PCT doit le reconnaître. C'est pratiquement le plus gros marchand d'illusions que le peuple congolais n'ait jamais connu. Et ils veulent continuer. Ils veulent certainement en arriver. Maintenant, je vais passer à un autre passage qui m'a véritablement préoccupé. C'est de lire et d'écouter dans ce message le secrétaire général du Parti congolais du travail parler du président de la République comme président du comité central du Parti congolais du travail. C'est-à-dire que pour le Parti congolais du travail, la Constitution ne compte pas. Parce que la lignée 2 de l'article 80 de la Constitution est claire. Le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité dans un parti politique. Et lorsque le secrétaire général du Parti congolais du travail vient énoncer ce qu'il a dit, on se demande si c'est du mépris pour la Constitution ou pour le peuple congolais. On se demande si finalement dans ces milieux, on est content de violer dans l'impunité totale de la Constitution. Et on se pose la question, où sont les contre-pouvoirs? Où est le Parlement? Où est l'Assemblée nationale? Où est le Sénat qui devrait redresser ces choses? Et on constate que pendant que ces choses sont dites, il y a les responsables de l'Assemblée, du Sénat, qui sont des membres du Parti congolais du travail, sont pratiquement dans cette salle et qui ne sont véritablement préoccupés. Ce qui est véritablement un problème. Et ensuite, je vais terminer ce volet sur un autre aspect. Mais pourquoi le Parti congolais du travail fait une réunion du bureau politique du PCT? Non seulement il ne s'intéresse pas aux problèmes de la misère et de la souffrance des Congolais, il ne s'intéresse pas aux aspects du panier de la ménagère, il ne s'intéresse pas à la rentrée scolaire, puisque nous y sommes, et que les arriérés temps de paiement des pensions, des salaires que les autres ne font que cumuler. Qu'est-ce que cela veut dire? Et curieusement, depuis que Laurent Sokoko, ce citoyen angolais, a fait la révélation, c'est pas Clément Miressa qui l'a fait, a fait la révélation sur le complot international qui se montait contre le Congo-Brazzaville, parce que lorsqu'on parle de la tentative d'assassinat d'un président de la République, c'est un problème suffisamment grave. Comment le PCT peut expliquer ce silence? Mais aujourd'hui, s'ils sont silencieux, les Congolais savent exactement ce qui se passe. Comment on peut être silencieux sur un autre problème? D'autant que les Congolais savent, et moi je l'ai assez souvent dit, chaque fois que j'en aurai l'occasion, je reviendrai. Les Congolais savent comment a été traité le problème de Jean-Marie Michel Foucault. Les Congolais savent comment a été traité le problème d'Aimé de Vermoine. Les Congolais savent comment d'autres problèmes ont été traités. Mais pourquoi ce curieux silence? Pourquoi ce curieux silence? Alors que le citoyen angolais Laurent Sokoko a même proposé que des confrontations soient faites sur ce problème. Alors c'est là que nous sommes complètement perdus. Mais nous allons passer à ce que nous pensons être les préoccupations essentielles en ce qui concerne, selon nous, la tenue d'une éventuelle concertation politique ou un dialogue national. À mon avis, au stade actuel d'analyse, j'en trouve particulièrement deux. J'en trouve deux essentiels. La première, c'est la conservation du pouvoir. La deuxième, c'est la candidature du président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2026. Et je crois que les Congolais le savent, puisqu'ils ont vu que lors d'une mission qu'il a effectuée en France, Anatole Poligny-Makosso ne s'est pas gêné de déclarer sur une chaîne de télévision française, je crois, que le président Denis Sassou Nguesso pouvait se présenter en 2026 et que lui, il travaillait pour cette candidature. Ce qui veut dire qu'au sein du PCT, en fait, le problème qui se pose est celui-là. Mais en plus, nous avons assisté à la cérémonie des vœux au corps constitué congolais.
le message adressé par Colonel Makosso a fait apparaître Denis Sassou Nguesso comme un homme prévidentiel pour lequel les Congolais devaient prier, qu'il continue à agir pour le développement, pour d'autres aspects, mais je n'insisterai pas là-dessus. Donc, à ce niveau, les choses sont suffisamment claires. Mais ça nous permet de dire quoi? Mais de jeter un regard en arrière sur notre histoire politique. En ça, je tiens à rappeler que lorsqu'on lit et qu'on consulte les livres de Denis Sassou Nguesso, parler vrai pour l'Afrique, mais il est dit clairement, lui-même il a déclaré là-dedans, ça c'était dans l'esprit de la Constitution du 20 janvier 2002, qu'un président de la République ne pouvait pas effectuer plus de 2 mandats. Ensuite, nous avons cette vision, sinon cette révélation faite par Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de France, qui a relevé dans son livre que Denis Sassou Nguesso lui avait envoyé un émissaire pour aller le voir, pour voir avec lui comment on pouvait modifier la Constitution de 2002 pour lui permettre de conserver le pouvoir. La réponse de Jean-Louis Debré était claire. Ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Ça veut dire que si on l'a fait, c'est qu'on n'a pas respecté la loi. Maintenant, si on reste dans le domaine du droit, on n'a qu'à se référer à la charte, à l'acte constitutif de l'Union africaine. On n'a qu'à se référer à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ces 2 textes rejettent et condamnent le changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et lorsqu'on regarde la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, il est bien dit clairement que tout amendement ou toute révision des instruments juridiques permettant de toucher à la Constitution pour porter atteinte à l'alternance démocratique, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et on doit en tirer les conséquences. Et lorsqu'on est sur le terrain du droit, on devrait pouvoir oublier ce débat. Mais le changement de constitution en 2015 est bel et bien un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et pour s'en convaincre, je rappelle aux Congolais cette brillante déclaration qui a été faite par le président guinéen Mamadi Doumbouya lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, lorsqu'il a déclaré que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un régime, que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne sont pas condamnés par la communauté internationale, sont ceux-là même qui tripatouillent la Constitution pour demeurer éternellement au pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est celui-là. Donc, quand j'évoque ça, je perçois que parmi les objectifs d'une éventuelle concertation politique, d'un éventuel dialogue national inclusif, il y a le problème de la conservation du pouvoir. Il y a le problème de la candidature à l'élection présidentielle de 2026 de M. Denis Sassou Nguesso. Et je crois que c'est préoccupant, d'autant que nous ne pensons pas nous tromper en disant que les Congolais aujourd'hui veulent une vision de changement, veulent une vision de rupture. Ils veulent que le Congo soit géré autrement qu'il ne l'a été. Et ils veulent agir pour sortir ce pays de la crise, sortir les Congolais de la souffrance, de la misère. Et je suis de ceux qui pensent qu'ils en sont capables. Ils en sont capables. Il faut qu'ils en recherchent l'opportunité. Donc voilà, chers téléspectateurs, le message que j'ai voulu faire passer. Et je dirais, au niveau de la conclusion, vous voyez bien que les choses sont claires. En fait, il y a des non-dits lorsqu'on dit qu'on veut aller soit à une concertation politique nationale, soit un dialogue national inclusif. Mais je sensibilise les Congolais pour qu'ils ouvrent le débat, pour qu'ils soient prêts. Parce que le débat, c'est en fait celui, fondamentalement, de la conservation du pouvoir. Le débat, c'est celui du refus par le Parti congolais du travail et les gouvernants actuels de l'alternance démocratique au Congo. Il est inconcevable. Le Congo fait partie des pays où quelqu'un peut rester à la tête de la présidence pendant 40 ans. Mais surtout, lorsque le bilan est négatif, on devrait agir pour aller
vers un changement et une rupture pour faire la politique autrement qu'elle se fait. Mais je ne dirais pas, l'idée est que si une telle démarche de concertation ou de dialogue national inclusif va avoir lieu, mais il faut qu'il y ait des conditions qui soient posées. Je peux déjà en poser quelques-unes. La première que je pose, on ne peut pas aller à cette situation si le problème du complot international monté contre le Congo n'est pas résolu. Ce n'est pas normal. D'autant que je l'ai dit, quand je suis bien Laurent Sokoko, ce problème a une grande relation avec les accords signés entre le Congo et le Rwanda, pour lesquels nous nous sommes prononcés et nous sommes de ceux qui avons dit non à la vente des terres, non à la cession des terres congolaises au Rwanda sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. L'autre aspect que je vais aborder, mais on ne peut pas aller à un dialogue avec un pays occupé. Le pays est présentement, au vu des déclarations sur les réseaux sociaux, au vu de l'Internet, au vu de ce que nous vivons, le Congo est occupé par les Rwandais. On ne peut pas aller à une telle rencontre entre Congolais si le Congo n'est pas libre. Et il y a probablement d'autres conditions. Je pense à celle que nous évoquions assez souvent dans le temps, à savoir la libération des prisonniers politiques, principalement Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa, avant la tenue d'une telle rencontre pour leur permettre, en tant qu'acteurs politiques, d'apporter leur contribution également à ce qui va se passer. Donc voilà concrètement, chers téléspectateurs, la préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui. Et la question que nous posons, j'espère que dans quelques jours, que les gouvernants rendront officielle cette information qui circule comme sous les manteaux, mais on s'efforcera à regarder entre les lignes en nous posant la question, que vise réellement le pouvoir de Brazzaville en voulant organiser un dialogue national inclusif au niveau du Congo. Donc, chers téléspectateurs, c'est cet aspect que j'ai voulu aborder avec vous. J'ose espérer que je vous un débat et que ce débat va être bien poursuivi, qu'on va le poursuivre et qu'on va aller de l'avant. Donc, chers téléspectateurs, je me réjouis de cette émission. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au samedi 28 septembre. Je pense que ça sera le dernier samedi du mois de septembre. Et à cette occasion, je crois que nous allons parler avec vous. Il faut qu'on ait un thème spécial parce que nous avons Grand Angle va célébrer le 1er anniversaire parce que cette émission a commencé en septembre 2023. Et nous sommes heureux que nous sommes arrivés en septembre 2024 en respectant l'engagement que nous avons pris. Et nous vous prions de bien vouloir nous soutenir pour que cela continue. Encore une fois, merci pour votre aimable attention et à la prochaine.